Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi, donc le forum de la presse et nous allons parler aujourd'hui de 3 sujets. D'abord, le forum Invest in Mali qui a démarré hier et qui doit prendre fin aujourd'hui. Selon le président de la République, le Mali reste une zone compétitive. Également, nous parlerons de cette déclaration de Barkhane face aux protestations de la population de Gao contre les bruits d'explosion. La force française décide d'éloigner la zone de destruction des munitions et engins explosifs de la ville. Également, nous parlerons aussi de la rentrée des cours et tribunaux du Mali. L'événement est placé sous le thème de l'indépendance du juge et la protection des libertés. Nous avons 3 invités aujourd'hui. Mamadou Diadje Sako de RFM, Boubacar Yalkoué du Pays et Badou Escoba du Carrefour. Ils sont tous journalistes. Bonsoir. Le grand dialogue. Alors, nous allons commencer par le forum Invest in Mali. Alors que le président de la République déclare que le Mali reste une zone compétitive, certains économistes estiment qu'il ne l'est pas puisqu'il y a la corruption et la mauvaise gouvernance en plus de l'insécurité. Boubacar Yalkouye, qu'en pensez-vous? Oui, moi je partage cette hypothèse en ce sens que au regard de tout ce que nous constatons chez nous ici sur le plan corruption, ça fait que les gens ont un peu peur et puis ils gardent des réserves par rapport aux investissements au Mali. Et par-delà également l'insécurité dont vous faites cas aussi, c'est très difficile de pouvoir quand même attirer les investisseurs vers un pays où il n'y a pas de stabilité. Et aujourd'hui, la situation est de sorte que, au-delà de l'insécurité, maintenant il y a aussi ce climat délétère sur le plan politique aussi, qui fait que 2018 c'est une année incertaine, puisque les élections présidentielles c'est 2018. Et on doute aujourd'hui, auront-elles lieu ou pas, personne ne le sait au regard de la situation sur le terrain. Et comme ça, les gens, surtout les investisseurs, vont beaucoup douter par rapport aux investissements au niveau quand même du Mali. D'accord. Monsieur Badou Escoba, vous, qu'en pensez-vous? Bon, moi, je pense que ce forum tombe à pic. Invest in Mali tombe à pic. Vous savez que nous sommes dans un contexte très difficile et que 28 pays se retrouvent avec 500 participants. Je crois que c'est une aubaine pour la République du Mali. Parce que vous savez qu'il y a trop de préjugés qui entourent ce pays présentement. Beaucoup pensent que l'insécurité est telle qu'on ne peut pas organiser des grands forums au Mali. Et le président de la République a dit quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. Il dit que l'Afrique ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à être une terre dont les ressources minières sont exploitées, une terre où on ne fait que consommer. Il dit qu'il a pris l'exemple seulement du coton. Il dit que le Mali est déjà un producteur de coton en Afrique, soit 700 000 tonnes, mais le Mali ne transforme que 2% de son coton. Donc voilà des choses, n'est-ce pas, qui peuvent peut-être attirer l'attention des investisseurs, qui peuvent pousser les investisseurs à venir. Parce que nous ne pouvons pas continuer à utiliser l'insécurité, le terrorisme comme argument, n'est-ce pas, pour ne pas continuer à vivre. Moi je pense que ce forum tombe à pic aussi parce que c'est une manière aussi de dire aux terroristes que, bon voilà, malgré le terrorisme, malgré les attaques terroristes, nous continuons à vivre, nous continuons à progresser. Et le dernier facteur que j'aimerais énumérer, c'est que le président de la République a aussi dit que le code des investissements a été assoupli. Donc avec cet assouplissement du code des investissements, donc cela peut-être va booster, n'est-ce pas, notre économie et va pousser les investisseurs à investir encore davantage, surtout que le taux de croissance du Mali présentement est de l'ordre de 6%. Est-ce que vous pensez que c'est l'insécurité seulement qui freine les investissements au Mali? Bon, au-delà de l'insécurité, il y a la lourdeur administrative. Qui dit lourdeur administrative dit impérativement corruption. Vous savez que ce n'est pas le Mali seulement, la plupart des pays africains, il y a les problèmes de dessous de table. Si vous voulez accélérer l'installation de votre entreprise, il va de soi que vous mettez la main à la poche.
Voilà. D'accord. Mamadou Djadje Sako, que pensez-vous de tout ça? D'accord. Salut, je suis très bien à l'aise de parler de ce sujet-là avec vous, en ma qualité d'économiste de formation. D'abord, comme l'a dit Yalkoui, la décision d'investir dépend de plusieurs facteurs. Et le facteur dominant, les cléments des affaires n'aiment pas les bruits. Et qu'est-ce qui provoque les bruits? Quand vous prenez la décision d'investir dans un pays qui est en crise, dans un pays qui est menacé, dans un pays où il y a attaque, dans un pays où il y a instabilité, en ma qualité d'économiste, je mets l'accent sur la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, moi je connais tellement de partenaires du Mali, on n'avait pas besoin d'organiser ce forum-là. Beaucoup savent très bien que la croissance, comme l'a dit, mais cette croissance-là, qui la sent? Le revenu national est mal réparti et de telle sorte que c'est toujours cette loi de Pareto. 15% des Maliens bouffent les 80% de la production. Et les 80% de la population malienne se contentent seulement de 15% des revenus. Quelle inégalité! Et à chaque fois que vous allez toujours continuer à entretenir cette situation, ça va créer l'instabilité. Et quand l'instabilité n'est pas cernée, c'est la menace. Et quand la menace n'est pas contrecarrée seulement, c'est l'attaque. Et dans telles conditions, vous pensez qu'on va investir? Et lui, il a fait allusion à un avenir qui n'est pas certain, parce qu'on ne sait pas quand est-ce demain ou après-demain on sera gouverné par qui. C'est catastrophique. Parce qu'un pays qui est en pleine démocratie, qui ne va pas aux élections, il faut qu'il y ait au moins quand même un pouvoir sur place qui doit décider. Vous avez parlé de mauvaise gouvernance qui freine également ces investissements. Ça a commencé depuis quand, selon vous? Bon, en tout cas, ça a pris une tournure exponentielle ces 4 dernières années. Surtout à partir de 2014, où chaque année, vous avez une suite arithmétique de détournement de fonds de 150 milliards, c'est trop. Donc, quand vous me posez la question, vous pouvez dire que le Mali hérite de 20 ans de mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance depuis qu'on est dans cet avènement de la démocratie. Parce que les gens se sont servis de cette démocratie, dire que voilà, si vous votez pour moi aujourd'hui, c'est moi qui suis le roi. Je fais ce que je veux. Si je veux, je me réveille, je dis, je change la constitution. Si je veux, je te nomme toi. Aujourd'hui, je fais sortir de ton studio, je te nomme quelque part. Que tu aies la compétence ou pas, ça, c'est la mauvaise gouvernance. D'accord. Badou Escobar, est-ce que vous partagez l'avis de Mamadou Djadje Sako? Bon, je ne partage pas tout à fait son point de vue par rapport à cette affaire de corruption. Je pense que le problème fondamental du Mali aujourd'hui, c'est l'insécurité, c'est le terrorisme. Mais vous savez, le terrorisme là est déclenché par quoi? Bon, quand il y a une mauvaise, oui, mais quand il y a mauvaise répartition du revenu, ça me fait révolter. D'accord. Toi, en tant que journaliste aussi, tu es un terroriste parfait. Tu peux être terroriste à tout moment. Monsieur Sako, il va répondre tout de suite. L'extrémisme violent. Vous aurez la parole tout de suite. Oui, monsieur Koba. Ce que j'aimerais ajouter, parce que le problème de corruption, c'est un problème qui est facile à combattre parce que les corrupteurs sont connus, les corrompus sont connus. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Est-ce que vous êtes sûr que c'est facile à combattre le problème de corruption? C'est une gangrène qui est facile à combattre. Pourtant, pourquoi donc on n'arrive pas à la combattre ici au Mali? Non, on n'arrive pas à combattre la corruption au Mali. C'est une question de volonté politique tout simplement. Donc vous pensez qu'il y a une mauvaise volonté politique de combattre? Elle est institutionnalisée. Il y a une mauvaise volonté politique de combattre la corruption parce que récemment, le vérificateur général quand même a publié un rapport sur l'état de la corruption en République du Mali. 70 milliards ont été détournés et à ma connaissance, la justice n'a pas été saisie. Je me rappelle, l'ancien président en son temps disait que la justice malienne n'arrête que les menus frétins. Donc c'est un problème fondamental qui est là. Mais au-delà de la lutte de la question de la corruption, il y a la question du terrorisme, parce que vous ne pouvez pas investir dans un pays qui est instable. Pour que vous puissiez investir, il faut qu'il y ait au moins le minimum de stabilité dans le pays. D'accord. Boubacar Yalkoui, il y a Mamadou Djadje Sako qui pense que la mauvaise gouvernance est beaucoup plus un frein à ces investissements que la corruption et autres. Et ce n'est pas l'avis de M. Koba. Vous, quel est votre avis par rapport à cela? Moi, je pars du même principe. Je parle du même principe parce que quand on parle de mauvaise gouvernance, c'est toute une étape, hein, et une étape dans laquelle est inclus aussi la corruption. D'accord. Et d'ailleurs, quand vous prenez un peu la situation malheureuse que nous vivons aujourd'hui, tout est parti de cette mauvaise gouvernance-là. Et surtout la corruption, pratiquement, c'est aussi à tous les niveaux et à des degrés différents.
C'est à des degrés différents. Entre la mauvaise gouvernance et l'insécurité que le Mali vit, quel est le plus grand défi à relever pour pouvoir avoir des investissements? Mais moi, je dis que c'est les deux en même temps. Les deux vont ensemble et il faut les combattre ensemble aussi. Parce que la source de l'insécurité, elle vient de cette corruption-là, elle vient de cette inégalité aussi d'ailleurs qui a été instaurée par nos gouvernants et c'est ce qui a d'ailleurs fait que certains ont pris des armes, mécontents ont pris des armes. Et donc, partant de là, il faut combattre les deux ensemble forcément. Ils sont indissociables. Quand il y a lieu de pallier à ces problèmes pour que nous puissions quand même gagner la confiance de ces investisseurs et redorer l'image quand même du Mali, il faut forcément combattre les deux. Alors, avec tous ces problèmes, le président déclare que le Mali reste une zone compétitive. Selon vous, pourquoi a-t-il fait une déclaration très importante? Parce que tous ces défis restent énormes. Non, mais moi je considère c'est de l'utopie au regard de la situation que nous vivons aujourd'hui. Et vous imaginez un peu, c'est quand même écœurant de le voir s'exprimer de la sorte au regard de tout ce que nous avons vécu comme situation difficile, comme mauvaise gouvernance sous son régime. Imaginez un peu quand il venait, il avait déclaré une année, l'année de la lutte contre la corruption. Et cette même année-là, nous avons enregistré pas mal de corruption. Et d'ailleurs, ça venait de qui? De son rang et surtout de son parti politique qui était à l'époque, l'autre, la Treta, qui était à l'époque secrétaire général. Mais nous n'avons vu aucune sanction. Et par-delà également, il y a d'autres aussi qui ont été épinglés avec le rapport du vérificateur général. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu de sanctions à hauteur quand même de la faute commise sur le terrain. Donc quand il parle des zones compétitives, et également quand vous prenez l'insécurité, quand il venait, peut-être l'insécurité, on était vers le nord, peut-être vers Kidal, mais nous avons tout perdu jusqu'à Ségou, sous son régime. Et quand il dit que le Mali reste une zone compétitive, je ne sais pas c'est sur quels critères ou c'est sur quoi il s'est basé pour le dire. Parce que tous les mots qui éloignent, les investisseurs d'un pays sont là. C'est très clair. Alors, est-ce que ce n'est pas pour attirer les investisseurs vers le Mali qu'il a fait cette déclaration? Non, il faut que nous soyons clairs. Moi, je suis économiste. Le Mali est un pays compétitif, compte tenu des avantages comparatifs. Parce qu'il y a deux sortes d'avantages. Il y a ce qu'on appelle les avantages comparatifs absolus et les avantages comparatifs relatifs. Si vous prenez aujourd'hui toutes les ressources du Mali, on n'est pas dans un pays pauvre. Seulement, on est victime d'une mauvaise gouvernance, d'une mauvaise gestion. C'est bien vrai qu'on est un pays, on demeure un pays compétitif. Aujourd'hui, vous essayez de nous classer par rapport à l'or, par rapport au coton, par rapport à notre terre cultivable. Vous partez dans l'office du Niger, on peut être le grenier aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest, on peut investir dans tous les domaines au Mali. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine des ressources minières, on peut investir dans tous les domaines économiques au Mali. Mais à condition que les ressources soient bien réparties. S'il y aura déséquilibre entre les différentes zones, si c'est les Caïsiens qui continuent à produire et que les richesses de cette production-là sont prises et aller distribuer ailleurs et que ces gens-là viennent dormir dans des hôtels à 5 étoiles, c'est grave. D'accord. C'est très grave. Quelle analyse faites-vous de cette déclaration du président? Bon, moi, je pense que le thème même est évocateur, le thème qui a été avancé par le ministre des Investissements, M. Konima Sidibé, quand il dit que le pari d'investir au Mali. Je pense que, comme il l'a si bien dit, le Mali est une terre propice aux investissements. Surtout si nous prenons le secteur agricole et le secteur minier. Je me rappelle, il y a un consultant suisse qui a dit il n'y a pas longtemps sur TV5 montre que l'or rapporte à l'État malien chaque année 275 millions d'euros. Donc voilà une somme assez colossale, n'est-ce pas, qu'ici, elle est redistribuée, peut apporter beaucoup de choses à la population. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que la représentante de la Banque mondiale chargée des questions d'investissement, Soukaina Khan, a bel et bien dit que le Mali est une terre propice aux investissements, mais quitte au gouvernement malien et à l'État malien de le prouver. Parce que dire qu'on peut facilement investir au Mali, c'est une réalité, mais la réalité sur le terrain est aussi tout autre. Il a pris l'exemple de la zone office du Niger. Effectivement, si nous tenons compte des terres arabes dans la zone office du Niger, à travers la zone office du Niger, le Mali peut bel et bien être le grenier de l'Afrique occidentale. Mais encore faudrait-il mutualiser et comptabiliser
tous les efforts pour une bonne gestion de ces ressources. D'accord. Monsieur Yalkouye, est-ce que également attirer les investisseurs au Mali sans avoir au préalable préparé le terrain pour lutter contre la corruption ne va pas les faire fuir après encore? Non, mais c'est ce que moi j'ai dit. Il y a des réalités qui sont là. Il y a des, voilà, c'est obligatoire parce que au regard ils seront en face d'une bande d'escrocs. Voilà, effectivement, parce que ils ont été, ces investisseurs-là, même s'ils ont été victimes. Ils ont été victimes sur le terrain, ils maîtrisent le terrain aujourd'hui. Ils connaissent les réalités sur le terrain et on n'aura pas, peut-être, il va être très difficile de les convaincre. Pour les convaincre, il faut quand même des actions sur le terrain rassurantes, des actions rassurantes. Et aujourd'hui où nous sommes, on est loin de cela. On est loin de cela parce qu'il n'y a pas de prise de conscience au niveau quand même de ceux-là qui gèrent le pays. Et ça commence d'abord par eux. Il faudrait qu'ils changent de comportement, qu'ils changent de cap de gouvernance. Et partant de là, maintenant, ils peuvent quand même tenir des discours pouvant quand même attirer ces investisseurs-là. Mais tant qu'ils ne le font pas, ce n'est pas le jour où vous allez faire des discours ronflants. Ce n'est pas comme ça que nous allons sortir quand même de cette situation. Non, c'est très clair. Ils ont tout compris. C'est très clair. D'accord, Badou Escoba, le forum doit prendre fin aujourd'hui, mais déjà, selon vous, à quoi peut-on s'attendre par rapport aux conclusions de cette rencontre? Bon, peut-être que les conclusions du forum vont dire, bon, investissez au Mali. Le Mali est une terre propice aux investissements. Ne tenez pas compte d'un certain nombre de facteurs. Et parmi ces facteurs, le problème de l'insécurité. Ce matin, j'ai écouté RFI, il y a une dame qui s'appelle Aïssata Diakité. Elle est spécialiste de la transformation des produits locaux. Elle a déjà investi 450 000 euros et à travers ces 450 000 euros, elle a pu mettre en place une unité industrielle qui transforme, par exemple, les mangues, comme on appelle les jus de mangue, les jus de banane, etc., etc. Donc voilà autant de... Parce que quand on parle d'investissement aussi, il faut penser aux ressources locales, c'est-à-dire les ressources de proximité. Donc en transformant ces produits, ça peut contribuer à résorber le chômage. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles le président a insisté sur la télé du forum, c'est le problème du chômage des jeunes. Il l'a dit, il dit que 65% de la population malienne est jeune. Et pour que le continent puisse se développer, il faut mettre l'accent sur l'exploitation, non seulement des ressources naturelles, et sur, n'est-ce pas, la qualité des ressources humaines. Voilà. D'accord. Mamadou Djadjessako, vous êtes économiste. Pensez-vous que ce forum va faire venir les investisseurs au Mali? Bien sûr, à une seule condition. D'abord, on est dans un pays qui est en crise, une crise qui doit être transformée en une opportunité et mettre toute cette mafia-là, cette bande de mafia-là de côté. Moi, j'aurais souhaité qu'ils attendent que les Mali organisent des élections libres et transparentes. Vous pouvez être plus explicite. Voilà, c'est ce que je suis en train de... Mafia, c'est de dire qu'il faut enlever ces fonctionnaires milliardaires. Nous, peuple malien. D'accord. Parce qu'on a besoin de l'investissement, on a des opportunités au Mali. Mais j'aurais souhaité que ces investisseurs attendent d'abord. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se fassent escroquer. Qu'ils attendent que nous organisons d'abord des élections libres et transparentes. Après, on va leur faire appel. S'ils viennent, nous, peuple malien, on n'est pas témoins. Ils vont se faire escroquer. Parce que nous, on a une bande d'escrocs de mafia dans notre pays. Donc, ils nous donnent le temps, comme Yalkouye l'a dit au début de l'émission, qu'on organise d'abord, qu'on ait un avenir certain. Qu'on organise des élections libres et transparentes et on va leur faire appel. L'opportunité ne manque pas au Mali. Est-ce que les jeunes chômeurs qui n'ont pas d'emploi, qui attendent, quand on sait, comme l'a dit tout de suite M. Yalkouye, ils sont obligés d'attendre les élections en 2018. Ils sont obligés d'attendre et c'est eux qui doivent se mobiliser pour qu'il y ait des élections. C'est pour cela qu'on leur a demandé d'aller s'inscrire. N'est-ce pas, Yalkouye? Oui. Yalkouye, pensez-vous qu'on doit attendre aussi? Oui, moi je pense que c'est la meilleure option. C'est la meilleure option parce que nous devons quand même... On a déjà évalué ce qui est... on a déjà évalué ce qui est sur le terrain et les pertes énormes aussi qui font souffrir le peuple malien aujourd'hui. Nous devons aller quand même franchement vers une alternance nous permettant de balayer cette vieillerie, franchement dire, qui a trop sucé le sang du peuple malien. Et sans ça, ça va être compliqué. Puisque s'ils reviennent encore, c'est le même système qui va continuer. Okay. Et entre eux, difficilement, l'un pourrait sanctionner l'autre.
C'est très clair. Est-ce que vous pensez que les Maliens auront cette patience d'attendre? Non, moi je pense que l'État est une continuité. L'État étant une continuité, on ne doit pas lier les investissements à un régime ou à telle ou telle personne. Je pense que les investissements peuvent se faire, mais les investisseurs aussi, ils savent ce qu'ils font, n'est-ce pas? Ça est de veiller sur la destination des fonds. Non, ce qui est sûr et certain. En tant que journaliste, non, en tant que journaliste, de dire la vérité, mais souvent il faut tenir compte de l'image aussi du pays. Si nous donnons une image négative de notre pays, n'est-ce pas, ça peut peut-être pousser les investisseurs à aller ailleurs. Donc les investisseurs... Non, on ne les pousse pas, on leur demande d'attendre. Il va terminer. Voilà, parce que si les investisseurs viennent, c'est qu'ils vont venir avec des garde-fous, avec des garanties, etc. Ils ne vont pas investir à Twitter, ils ne viendront pas comme ça, ils viendront avec des garanties, avec des garde-fous. D'accord, fin de cette première partie. Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur la page Facebook ou le compte Twitter de Studio Tamani ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. C'est le forum de la presse. Nous sommes avec Mamadou Diadje Sako de RFM, Boubacar Yalkouye du Pays et Badou Escoba du Carrefour. Deuxième sujet de ce débat, nous allons parler de cette situation à Gao. Face aux protestations de la population de Gao contre les bruits d'explosion, la force Barkhane décide d'éloigner la zone de destruction des munitions et engins explosifs de la ville. Mamadou Diadje Sako, qu'en pensez-vous? C'est normal. Quand vous venez quand même pour protéger une population, il faut que cela se passe dans la quiétude. Et aujourd'hui, Barkhane fait peur plus que fait la joie aujourd'hui. Comment? Tout récemment, Barkhane a tiré sur 11 soldats qui est passé comme ça. Qu'est-ce qui nous prouve que demain, on ne pourra pas tirer sur la... C'est la énième fois qu'on tire sur la population de Gao. Mais est-ce que vous pensez que c'était fait exprès? Bon, là, ça ne se sait pas, il n'y a pas eu d'enquête. Les Maliens ont accepté comme ça et ils ont été applaudis. Donc, il y a une enquête française. Quelle a été la suite de cette enquête? Monsieur Touré, vous êtes journaliste, dites-le-moi. Je le suis. Voilà, quelle a été la suite? Mais entre confrères, on est dans un forum. Entre confrères, quelle a été la suite de cette enquête? Je dirige le débat. Voilà, je n'en disconviens pas. Et moi aussi, si je ne sais pas, je peux vous poser la question, mon frère. Maintenant, ce que moi j'aimerais savoir, quelle a été la suite de cette enquête? Ça a été applaudi, ça a été amadoué, ça a été classé. Et maintenant, Gao a le droit de dire éloignez-vous de nous parce que demain on peut considérer ça comme un incident et vous allez tuer toute une ville. D'accord. Monsieur Yalkouye, est-ce que vous pensez que ce fait a été applaudi comme le pense Monsieur Sako? Et lequel? Il dit que l'enquête française menée, après cette enquête, ça a été applaudi. De Gao. Oui, bon, au fait, on va avec le sujet, la question que vous avez posée. Et par rapport aux engins explosifs aujourd'hui, la destruction de ces engins, il faudrait quand même que nous avons ce problème, même pas là-bas, surtout même ici avec nos camps d'entraînement, même à Bamako, ici on a souvent des problèmes. Parce que quand ils sont, surtout à Tomikorobougou, ici on voit la population à chaque fois qui se plaint. Mais dans des cas de ce genre, il faudrait quand même que ce soit des zones un peu éloignées quand même de la population. C'est très normal. Et au regard aujourd'hui de ce que la population du Nord, la population du Gao subit comme souffrance morale, et elle a peur. Elle a peur parce qu'à chaque fois qu'elle entend des bruits, il y a cette similitude de contiguïté qui est là par rapport à tout ce qu'elle a vécu comme traumatisme au niveau quand même de la zone. Et moi je suis pour cela, il faudrait que ces camps-là soient un peu, ces espaces soient éloignés de la ville. Mais au-delà aussi, moi je pense qu'aujourd'hui, la situation du Nord, il faut trouver une autre formule, sincèrement parler, parce que la crise ne fait que trop durer et à l'allure où vont les choses, on ne sait même pas quand est-ce qu'on verra le bout du tunnel. Et donc c'est très important et comme le grand frère Saks l'a si bien dit, vous imaginez un peu par rapport à cette histoire des 11 porteurs d'uniformes maliens. Nous n'avons pas vu, ce qui est quand même déplorable, c'est la position du gouvernement malien. On n'a pas vu de position tranchante. Voilà, on n'a pas vu de position tranchante, franchement, nous permettant de dire voilà, pour une première fois,
le gouvernement malien a pris sa responsabilité face à la situation du Nord. On n'a pas vu ça. On a perdu un jeune de 15 ans. Voilà. C'est déplorable, c'est déplorable. Et aujourd'hui, on les interpelle. On interpelle le gouvernement parce que cette inertie, ça ne peut pas continuer. Il faudrait qu'elle assume sa responsabilité pour que au moins ce problème du Nord, on puisse en finir une bonne fois pour toutes. Imaginez, la population, elle souffre. Les militaires souffrent. Et même, il y a aussi, on a certains partenaires aussi, franchement, les militaires maliens, on en a marre. Les militaires maliens, ils souffrent. Et finalement, imaginez les conditions dans lesquelles ils sont en train de se battre sur le champ quand même de bataille. C'est très difficile. Monsieur Koba, vous, Sachs pense que Barkhane aujourd'hui fait beaucoup plus peur que de stabiliser le pays. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que Barkhane commet souvent des bévies, mais moi, mon problème, c'est par rapport aux engins explosifs. Vous savez, ces engins, en faisant exploser souvent ces engins contiennent souvent des substances toxiques. Il y a de ces engins qui contiennent des substances à l'uranium appauvri. Et nous avons encore en mémoire le premier essai nucléaire français qui a été effectué dans le désert de Regan en Algérie dans le cadre de l'opération Gerboise Bleue. Les populations du sud algérien gardent encore les séquelles de cette explosion. Donc mon inquiétude se situe à ce niveau. C'est pourquoi moi j'ai dit que ce soit Barkhane, que ce soit les FAMA, que ce soit la MINUSMA, s'ils veulent faire exploser des engins, vraiment qu'ils s'éloignent de la ville, qu'ils observent un certain nombre de rayons, n'est-ce pas, avant de procéder à ces explosions. Parce qu'il y a aussi l'exemple du syndrome de la guerre du Golfe. Vous savez qu'après la guerre du Golfe, beaucoup de soldats sont rentrés de chez eux, mais ils sont tombés malades. Donc c'est des substances qui peuvent même donner le cancer. Donc à mon humble avis, vraiment, que le gouvernement de la République du Mali, avec ses partenaires internationaux, prennent des mesures idoines pour que la destruction de ces engins se fasse dans un certain nombre de conditions sécuritaires. Et pour la sécurité de nos braves populations. Voilà. Alors, la population de Gao a salué cette déclaration de Barkhane, mais elle dit qu'elle attend d'abord la concrétisation de ce communiqué. Non, je pense que la concrétisation de ce communiqué ne doit pas poser de problème. Vous faites exploser vos engins dans notre ville, il ne faut plus faire exploser ces engins. Nous sommes d'accord, nous ne les ferons plus. Donc nous allons nous éloigner de la ville pour faire exploser ces engins. Je pense que le problème est aussi simple. Monsieur Koba, Yalkouye, pardon, est-ce que vous pensez que Barkhane va éloigner cette zone de la ville? Oui, attendons de voir. Elle n'a pas le choix parce que pour qui connaît la population de Gao, Gao la guerrière, tout le monde le sait. Et si, comment on appelle ça, il n'applique pas cette décision à la lettre, ils vont quand même se buter à la réaction quand même de la population, c'est très clair. Et aujourd'hui, il y va également aussi de leur intérêt puisqu'ils n'ont pas une bonne image dans la zone. Et donc quand la population n'est pas d'accord avec la façon de faire, il faut aussi voir afin quand même de redorer leur blason aussi au niveau du Nord. D'accord. Mamadou Diadje-Sako, vous avez parlé de la mort de 11 militaires maliens retenus en otage au nord du Mali. Pour Ibeka, il n'y a pas de doute, les 11 soldats maliens étaient des otages et ont été tués lors d'une opération. Alors que vous soulignez tout de suite qu'il semblerait que ce soit en fait exprès. C'est mon président de la République, je suis obligé de le respecter. Et ce qu'il a fait, ça n'engage que lui. En tout cas, nous, on a tout notre soutien à nos braves soldats et on leur fait entièrement confiance. Et ce que les autres confrères viennent de dire, Barkhane aujourd'hui a intérêt même à clarifier d'abord sa position. Parce que la position de Barkhane, il faut le dire, est toujours ambiguë au Mali. On ne comprend pas Barkhane. Comment? Comment? Vous êtes venu, vous avez un accord de défense avec un pays. Et vous, comment dire, à ma connaissance quand même, Barkhane opère souvent sans les FAMA du Mali. Et aujourd'hui, si vous remarquez, c'est pas notre souhait de mener toutes ces opérations avec les FAMA. Bien sûr, on est au Mali quand même, on est un pays souverain, on a un accord de défense, vous êtes obligés d'opérer avec nos FAMA. Et si cela ne va pas faire, cela n'est pas fait, ça crée toujours ce doute. C'est pour cela que je demande à Barkhane de continuer toujours à éclaircir sa position. Sa position reste toujours ambiguë au Mali. Et à l'état actuel même des choses, là, le Mali pratiquement n'a plus besoin de Barkhane. On a la MINUSMA, ça ne nous a rien servi. On a Barkhane, ça ne nous sert absolument à rien. Barkhane, on a notre G5 pour le Sahel. On a notre G5. C'est ce que je voulais. C'est là où je voulais en venir. Donc Barkhane, aujourd'hui MINUSMA et G5, le Mali doit connaître maintenant la paix. S'il n'y a pas autre chose. Voilà. Badou Escoba, qu'en pensez-vous?
Bon, moi, je pense qu'avec la présence de toutes ces forces, réellement, nous devons aller vers la paix. Parce qu'il ne peut pas y avoir... Pour la première fois, Barkhane, d'accord avec moi. Oui, Barkhane, c'est la force parallèle. Barkhane est une force parallèle. Il y a la MINUSMA, il y a le G5 Sahel. En tout cas, il y a les forces gouvernementales. Donc, si toutes ces forces mutualisent leurs efforts, n'est-ce pas, vraiment, elles peuvent être en mesure de ramener la sécurité, pas seulement au Mali, mais dans la bande sahélo-saharienne. Parce que quand on parle d'insécurité, c'est dommage, on ne parle que du Mali. Alors que ce n'est pas le Mali seulement qui est touché. Le Burkina est touché. Récemment, un commissariat de police a été attaqué au Burkina. Le Tchad est touché, le Niger est touché. Donc, il ne faut pas qu'on focalise tous les débats autour de la République du Mali. Le Mali fait ce qu'il peut. Actuellement, je dirais même que l'armée malienne est l'une des meilleures armées de la sous-région parce qu'elle est en train de s'adapter au contexte de guerre asymétrique. Elle est en train d'être de plus en plus aguerrie. Pour ce qui est de la disparition des 11 militaires, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit une fois que je n'ai pas l'habitude d'être tendre avec le taureau gaulois, mais cette fois-ci, je n'accuse pas totalement la France. J'accuse Iyad. C'est Iyad qui est le problème. Parce que si un neveu d'Iyad a été tué au cours des raids, il y a un neveu d'Iyad qui est un ancien déserteur de l'armée malienne qui a été tué lors des raids de Barkhane. Donc Iyad, c'est quelqu'un qui est fuité, n'est-ce pas? Il cherche toujours les moyens de se dédouaner en mettant ses crimes sur le dos de quelqu'un. Moi, je pense que encore une fois, je n'accuse pas la France, j'accuse Iyad Agali. Sako pense que la position de Barkhane n'est pas claire. Est-ce que c'est votre avis? Non. La position de Barkhane, par rapport à la position de Barkhane, je le rejoins sur un point. Quand il dit que la position de Barkhane est ambiguë, ça, je suis quelque part d'accord avec lui. Parce que quand vous venez pour intervenir dans un pays, quand vous venez pour un combat, vous devez être neutre. Parce que vous êtes dans un État souverain. Vous êtes venu pour une mission bien définie, n'est-ce pas, et rétablir l'ordre et rétablir la sécurité. Je me rappelle, en 2013, au début de l'opération Serval, le 11 janvier 2013, le président François Hollande a dit que c'est pour restaurer la souveraineté du Mali. Et malgré la présence de Serval, ensuite de Barkhane, la souveraineté du Mali n'est pas restaurée parce que l'armée malienne n'est pas à Kidal. Kidal n'est toujours pas sous le contrôle de l'armée malienne. Ce qui n'est pas normal. C'est à l'armée malienne seule, je termine tout de suite, il revient, c'est à l'armée malienne d'assumer son rôle régalien de sécuriser l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Mais c'est nos partenaires étrangers. Il y a 14 500 casques bleus ici, il y a Barkhane. Récemment, il faut voir ce que la force du G5 Sahel a fait. Elle a capturé des combattants de la SEMA. Et sous la pression de je ne sais qui, ces combattants ont été libérés. Or, on a retrouvé ces combattants avec des armes. Ça veut dire que c'est des terroristes, ce n'est plus des combattants. Parce qu'à ma connaissance, les combattants sont en train d'être cantonnés. Les combattants ne doivent pas se promener avec des armes. Donc il faut que nos partenaires clarifient clairement leur position. Vous aurez la parole tout de suite. Il y a M. Koba qui pense que le problème n'est pas la France ou les groupes armés, c'est Iyad Agali. Alors que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré qu'il ne va pas négocier avec Iyad. Alors est-ce qu'on peut le combattre? Oui, c'est la faute qui a été... Moi, je dirais que cette position d'Ibeka, ça lui a été imposé. Par qui? Ça lui a été imposé par la France, les États-Unis et aussi l'ONU en tant que telle. Parce qu'au moment où on mettait ces gens sur la liste noire, à l'époque, le Mali n'avait pas une position aussi dure comme ça vis-à-vis de Iyad. On avait toujours dit qu'il y a des ouvertures. Mais quand ils ont été mis sur la liste noire, et finalement, bon, le Mali a dit, bon voilà, on ne pourra plus négocier avec lui. Mais ce qui est quand même déplorable aussi, c'est cette sincérité qui manque en réalité entre les partenaires qui sont dans ce processus de sortie des crises au Mali. Et quand je dis partenaire aussi, je commence d'abord par la France qui est à accuser. Parce que tous ces problèmes, elle est au début et à la fin de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme situation difficile. Et vous prenez un peu aussi ces gens, ces groupes armés qui sont avec le Mali. Ils ne sont pas du tout sincères. Et la plupart des membres aujourd'hui de la SEMA, on sait qu'ils ont eu à collaborer avec Iyad. Donc ça sous-entend qu'aujourd'hui, la stabilité, là, ça ne les arrange pas. Ils ne mangent, ils ne se sentent qu'en l'aise que lorsqu'il y a l'instabilité. Et c'est dans cette instabilité, à chaque fois qu'ils tapent du poing sur la table, Koulouba commence à grelotter. Et c'est dans ça qu'ils bouffent. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, moi je dirais qu'il faut chercher à clarifier cette position d'abord. C'est très clair. Et je me rappelle très bien, il y a eu une rencontre il n'y a pas très longtemps là où les responsables de la MINUSMA ont dit qu'il y a eu une collision entre la CMA et les gens de Iyad. Est-ce que vous voyez? Donc, mais on a vu que ça a été seulement une déclaration comme ça et ça s'est limité là. Mais il faut poursuivre les enquêtes.
Et les responsables qui seront quand même épinglés dans cette situation, il faut les sanctionner. Il faut être très clair par rapport à ça. Et la lenteur que nous constatons aujourd'hui dans le processus de sortie avec l'application de l'accord de paix sur le terrain, qui est responsable de cette lenteur-là? Mais c'est cette même CMA. À chaque fois qu'on avance, si ça ne l'arrange pas, elle trouve un moyen pour nous ralentir. Donc ça ne peut pas continuer. Quand vous dites que la décision de ne pas négocier avec IAD a été imposée au président de la République, comment un État peut accepter qu'une décision lui soit imposée? Mais l'accord même lui a été imposé. En Alger, l'accord lui a été imposé. C'est très clair là. Et même son entourage, ceux qui sont avec lui, parce que tout ce qui lui avait été dit au départ, on a dit faites attention. Voilà, il y a des points qui sont inscrits dans l'accord. Il est inimaginable qu'on puisse les appliquer au Mali ici. Mais finalement, la réalité, elle est là sur le terrain. Elle est là sur le terrain. Mais à l'époque, si réellement il est là, Ibeka, il a été élu à 77%, il nous a dit que son pouvoir, il le doit au peuple. Et il est au service du peuple. Si le peuple dit, bon, voilà, faites attention pour la sortie des crises, ce schéma-là n'est pas bon. Mais il faut aussi l'écouter. Mais il a refusé. Et aujourd'hui, on est dans cette situation aujourd'hui. Donc moi, je ne tiendrai personne, si ce n'est que lui, comme responsable. D'accord. Sako, pensez-vous que ces décisions ont été imposées au président de la République? Oui. Alors, est-ce qu'il faut remettre en cause l'indépendance du pays? Bon, pas forcément, mais peut-être remettre en cause la gestion de son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, parce qu'on est quand même un pays indépendant. Est-ce qu'il avait le choix? C'est notre association, si c'est le cas. Bon, soit il faut être responsable. D'abord, je vous rappelle quand même que mes confrères de la presse écrite, quand même, nous qui aimons trop parler, sont beaucoup en avance sur moi par rapport au temps de parole. On ne peut pas remettre notre indépendance en cause. Seulement, il faut remettre notre gestion en cause. Vous savez, le Mali a connu une gestion catastrophique. Depuis quand? Depuis que son excellence Ibrahim Boubacar Keïta est là. Avant, ça allait? Bon, même ça n'allait pas, c'est pour cela, lui, on l'a fait venir pour que ça aille. C'est ce qui a été, pour ne pas dire qu'il a été plébiscité. Tout le monde savait que ça n'allait pas. Mais si on va de mal en pire, mon cher ami Touré, c'est grave. Donc, ne nous dites pas tout le temps, les Koba, n'écrivez pas, ouais, avant qu'il ne soit là, tout n'allait pas aussi très bien. Non, nous on sait que tout ne va pas très bien. Mais lui, on l'a fait venir, c'est pour que tout aille très bien. Donc on ne va pas ni remettre notre indépendance en cause, mais on va remettre sa gestion en cause. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui cet engouement autour de l'alternance 2018. Les jeunes sont tellement pressés de récupérer leur pouvoir pour que le pays aille de l'avant et dire à Barkhane merci, dire à Minisma merci et bravo les femmes. Même si en les supportant souvent, tu as peur d'être poursuivi pour incitation à la désobéissance ou à la démobilisation, parce que c'est un problème dans notre pays. Voilà. D'accord. Ce que j'aimerais ajouter aussi rapidement, c'est que par rapport à la France, nous savons tous que la France est derrière tout ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas eu de service après-vente. Et ce sont les Français qui ont largué des armes aux rebelles dans le Djebel 900 en Libye. Et ces armes-là sont tombées entre les mains des terroristes. Voilà en partie. On les a laissés rentrer. Voilà. Et ces terroristes sont venus encore au Mali. C'est pourquoi par rapport à la gestion du Nord, c'est vrai, le président Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta a un peu parlé pendant la campagne. Il a un peu trop parlé. Mais par rapport à la gestion du Nord, je ne l'en veux pas tellement. Parce qu'il n'est pas seul responsable. Nos partenaires aussi sont en partie. Mais en 2014, en 2015, il a été élu pour le Nord. Le Gacha a voulu reprendre Kidal. Mais l'administration a établi une zone tampon autour de la ville pour empêcher le Gacha de rentrer dans la ville. D'accord. Par rapport aux forces, toujours il y a G5 Sahel et le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui pour décider sur son soutien logistique des casques bleus de la MINUSMA à la force G5 Sahel. Badou Escoba, à quoi peut-on s'attendre? Bon, ce que nous souhaitons, il ne faut pas que le G5 Sahel soit une force encombrante. J'ai toujours dit, vous amenez un bûcheron, puis vous mettez du bois sur sa tête, puis il s'étouffe, il finira par tomber. Donc le G5 Sahel, la MINUSMA, je pense que toutes ces forces sont là pour un but commun. C'est un objectif stratégique commun, c'est la lutte contre le terrorisme. Et ils doivent évoluer ensemble, faire cheminer ensemble. Et par rapport au financement du G5 Sahel, ça tarde. Et je crois que dans quelques jours, il y aura une rencontre autour du président Macron
apparu autour de la question, n'est-ce pas, pour qu'on accélère les investissements, pour que le G5 Sahel puisse faire correctement son travail. Parce qu'à mon humble avis, de plus en plus, les Français pensent que Barkhane est en train de s'enliser sur le territoire malien. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée qu'on transfère un certain nombre de pouvoirs et de compétences à la force du G5 Sahel. Parce que la force du G5 Sahel ne sera composée que par les soldats des pays limitrophes et du Mali. Donc les populations, dans leur grande majorité, ne penseront pas que c'est une force d'occupation. Ils vont peut-être même collaborer avec cette force, n'est-ce pas, pour pouvoir endiguer le terrorisme. C'est mon point de vue. D'accord. Yelkoué, pensez-vous qu'on peut s'attendre à une décision positive du Conseil de sécurité? Oui, évidemment, mais moi je dirais que on va quand même toujours rester sur nos fins, parce que nous avons vu que toutes les décisions qui ont été prises au niveau du Conseil de sécurité se sont terminées en queue de poisson au Mali. Ils prennent des décisions rassurantes, mais s'il s'agit de les appliquer sur le terrain, c'est toujours quand même regrettable. Et aujourd'hui, moi je pense que il y a une seule voie aujourd'hui pour que nous sortions dans cette situation, et que chacun, franchement, dire qu'on s'arrêtera, on arrêtera finalement de se jeter les responsabilités par rapport à la situation du Mali. Il faudrait que, comme certains chefs d'État africains l'ont si bien dit il y a longtemps, avec la proposition de mettre en place le G5 Sahel, ils ont dit clairement avec Idriss Déby du Tchad, il a dit, bon, faites économie de vos hommes. Nous avons des hommes valables ici, nous avons des bras valides, donnez-nous les moyens. Nous allons nous-mêmes combattre ce mauvais système-là sur le terrain. Aujourd'hui, il faut partir vers ça, raison pour laquelle le G5 Sahel, c'est une bonne chose. Mais au fur et à mesure que le G5 Sahel s'installera... Pourquoi cela n'est pas fait? Pourquoi cette demande n'est pas prise en compte? Je ne sais pas, raison pour laquelle on dit tout le temps que les partenaires du Mali ont un calendrier caché. Ils ne disent pas toute la vérité par rapport à cette situation du Nord, qui d'ailleurs ne fait que s'aggraver du jour le jour. Ils ne disent pas la vérité. Sinon, aujourd'hui où nous sommes, il faut aller vers ça. Et d'ailleurs, ça leur profite aussi, parce que quand vous prenez un peu vers la France, déjà il y a la population française qui se plaint. Parce qu'à chaque fois, ils ont leurs frères, leurs parents qui viennent au nord ici, mais finalement, avec les morts d'hommes et ainsi de suite, et puis aussi le fait que ça a un coup dur sur aussi l'économie française, ils se plaignent. Mais pourquoi ne pas aussi profiter de la situation du moment où, aujourd'hui, la proposition vient des pays africains? Mais il faut la saisir. Faire en sorte que mettre les moyens et commencer à retirer les troupes petit à petit, laisser au moins les troupes africaines quand même occuper le terrain, mettre les moyens pour qu'elles puissent faire face rapidement à la situation. Mamadou Djadji Sako, qu'est-ce qui peut être la solution aujourd'hui pour le Mali, stabiliser le pays? La solution, vous donnez tout le moyen aux FAMA, que vous êtes les militaires d'un pays souverain, et vous allez donner un mandat très fort Qui va le faire? Les Nations Unies. Vous avez dit que les Nations Unies, l'ONU va se réunir aujourd'hui. Ils aident les FAMA du Mali, que Roche-Bach réclame tous les jours, qu'on arrête de leur enlever leurs 1000 francs, qu'on arrête de les voler et qu'on leur fasse confiance. Ça, il faut que les Maliens demandent ça, qu'on mette nos FAMA dans toutes les conditions. Et vous donnez un mandat aux G5 de mater tous les ennemis de la paix au Mali, y compris Barkhane, MINUSMA. Vous faites ça, le Mali sera un pays où il sera bon d'investir. On va faire appel à tous nos investisseurs. Et toi, aujourd'hui, si tu as un salaire de 300 000 francs, je vais le multiplier par 3. Inch'Allah. Voilà. Ça coûte toujours par rapport à la sécurité. Les deux otages, un juge et un commandant de brigade de l'ACB, qui ont lancé un appel à Ibrahim Boubacar Keïta pour qu'il puisse être libéré. À quoi peut-on s'attendre par rapport à cette demande? Non, ils seront libérés. Parce que, vous savez, le président de la République, c'est qui va nous permettre même d'aller à la rentrée des cours et des tribunaux que vous avez évoqués dans votre introduction. D'abord, ces deux juges dont la vidéo d'abord n'a pas été authentifiée par nos autorités. Et c'est ce que moi j'ai déploré dans une vidéo pour la première fois que j'ai eu à faire sur les réseaux sociaux. J'ai dit une telle vidéo, quand vous l'avez, la première des choses, les services techniques. Les autorités doivent se mobiliser, d'abord dire que est-ce que c'est Sungalo qui parle? Est-ce que c'est Diawara qui parle?
Ça, on ne l'a pas vu. Mais on voit un président de la République devant les magistrats pour dire je ferai tout, en train de cibler les terroristes, de les libérer. C'est pas comme ça, on ne va pas les libérer comme ça. Et ce qui est très important également dans la vidéo, c'est des gens qui ont voulu faire passer des messages. Ils ont fait dire à Sungalo quelle est sa date d'arrestation. Je suis arrêté le 16 novembre. Et Diawara dit, je suis arrêté le 18 octobre. D'accord. Et tout ça, ça veut dire quelque chose. Oui. Beaucoup, pas plus, juste 30 secondes pour chaque invité pour parler de cette rentrée des cours des tribunaux du Mali. Sako, qu'en pensez-vous? No justice, no peace. Pas de justice, pas de paix. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur Koba? Moi, je pense que le thème est clair, justice et liberté. Donc les uns et les autres se sont exprimés, que ce soit nous Tapili, que ce soit Wafi Waradei, que ce soit Djibril Lamega ou Maître Alassane, et que ce soit le président de la République, le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ils ont tous abondé dans le même sens l'indépendance de la justice et que les juges fassent un bon travail, parce que c'est un métier de sacerdoce. Yalkouye, un mot? Oui, l'indépendance de la justice. Ça, c'est entre politique et juge. Mais ce que moi je déplore également, c'est aussi le comportement déplorable que nous constatons au niveau aussi de la justice. Parce que les juges aussi, souvent, il y a certains juges, pour qu'ils tranchent votre affaire en toute vérité, il faut souvent aussi des dessous de table. Et ça, c'est déplorable. Nous en avons, on nous a cité pas mal de cas, d'ailleurs, que nous avons eu à décrier sur des zones. Mais franchement, dire c'est déplorable. Voilà, la corruption. Voilà, au niveau de la justice, c'est ce qui met fin à ce forum de la presse. Nos invités, tous journalistes, Mamadou Djadji Sako de RFM, Boubacar Yalkouye du Pays et Badou Escoba du Carrefour, débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde assurée par Gagny Kanté et à la régie vidéo Nouhoum Djiré. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.